Je m'appelle Alex, j'ai 33 ans. Je conduis un poids lourd sur les routes de France depuis plus d'une décennie. J'ai dormi plus souvent dans la cabine de mon camion que dans un vrai lit. Mon thermos de café noir ne me quitte jamais. Dans la boîte à gants, un vieil atlas papier jauni par le temps, et dans la poche de ma veste, un petit carnet où je note tout, les kilomètres, les pleins de gazole, les péages, et parfois des rappels idiots, comme appeler le garage de Clermont-Ferrand. Dans ma famille, j'ai toujours été celui qui porte. Celui qu'on appelle quand il faut déménager un canapé, ou quand une facture arrive au mauvais moment. Le costaud, le fiable, le muet. Ma mère dit que je suis né sérieux. Mon père aimait répéter que je pouvais garer une remorque dans un espace grand comme une boîte à chaussures. Mon petit frère, Ethan, c'est tout l'inverse. Brillant, bavard, charmeur, incapable de s'arrêter. Il transforme ses bêtises en anecdotes et ses erreurs en sketchs. Les gens rient. Ma mère soupire d'admiration. Notre rayon de soleil. Et moi, je reste dans l'ombre. Quand il faut porter la table, je la porte. Quand il faut prêter un nom pour un prêt, c'est le mien qu'on inscrit. Cette année-là, mon anniversaire tombait un samedi entre deux livraisons. Une pause de 34 heures. Maman avait insisté. Tu pourrais venir te reposer à la maison, mon chéri. Ce qui voulait dire conduire jusqu'à la banlieue au lieu de dormir dans ma cabine. Je n'ai pas protesté. J'ai acheté un gâteau en grande surface parce que les temps étaient durs et aussi parce qu'Ethan avait, encore une fois, oublié son portefeuille. J'ai pris des assiettes en carton, parce que c'est toujours moi qui pense à ce que les autres oublient. La maison sentait le citron et le poulet rôti. Une nappe en plastique imprimée de ballons recouvrait la table. Ethan est arrivé en retard, lunettes de soleil sur le nez, un sourire insolent, les mains vides. Il a commencé à raconter une histoire de soirée à Lyon où il avait fait du réseau. Son fils, Max, 5 ans, courait partout en chaussettes à dinosaures, celles que je lui avais offertes à Noël dernier. On a chanté, j'ai soufflé les bougies, découpé le gâteau, distribué les parts. La dernière avait mon prénom en glaçage bleu. Je l'ai tendu à Max en plaisantant. « Joyeux anniversaire, mon grand !» Il a levé les yeux vers son père, cherchant son approbation. Ethan a esquissé un sourire moqueur. Max a pris l'assiette à deux mains, l'a retournée comme une crêpe, et le gâteau a glissé. De la crème sur le carrelage, sur ma botte, sur l'oreiller du chien. Max a éclaté de rire. Ethan encore plus fort. « Mange-le par terre !» a lancé Max, fier de lui. Je n'ai rien dit. J'ai regardé le désastre. Ma mère a poussé un petit cri, puis a ri nerveusement, ce petit rire qu'elle sort quand elle ne veut pas de conflit. Mon père a grogné quelque chose d'indistinct. Ethan a haussé les épaules. « Détends-toi, il plaisante. » Ce n'était pas le gâteau, c'était la permission. C'était le regard d'Ethan, celui qu'il a quand il teste les limites, quand il demande un petit service qui devient une dette mensuelle. Je suis allé chercher du papier essuie-tout, je me suis agenouillé et j'ai nettoyé. Le chien m'a léché la main, croyant aider. J'ai essuyé ma botte, je me suis relevé, j'ai dit « C'est rien. » Tu vois, a lancé Ethan à son fils, tonton Alex ne se fâche jamais. Et tout le monde est passé à autre chose. Poulet, pommes de terre, banalité. Mais dans ma tête, quelque chose s'est resserré, comme un cliquet. Une dent de plus. Quand j'ai remis ma veste pour partir, Max m'a fait un petit signe de la main. « Pardon, tonton ?» « C'est rien, j'ai répété, en sentant le goût métallique du mot. J'ai repris la route vers Paris, le sucre séché sur ma botte. J'ai garé le camion au dépôt, grimpé dans la cabine, assis sur la couchette. J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. Le moteur tiédissait, le silence sentait le gazole, le café froid et le désodorisant pain qui me rappellent les rares moments où je me sentais en sécurité. Enfant, dans le camion de mon père, moteur au ralenti, fenêtres entr'ouvertes. Ce soir-là, après une douche au terminal et des nouilles au micro-ondes, je ne savais pas encore que ma mère m'enverrait un message au ton administratif. Nous avons décidé de couper tout contact. Ne reviens plus. Je ne savais pas non plus qu'Ethan y mettrait un petit cœur rouge, comme une signature. Et je ne savais pas que ma réponse « Demain, je retire mon nom de tous les prêts » ferait exploser le groupe familial. 53 appels manqués avant minuit. Je ne me sentais pas en colère, juste vidé. Les gens croient toujours que les histoires de rupture se terminent dans le fracas. Mais ce n'est jamais une explosion. C'est une fuite lente, des années de petites fissures. J'ai commencé à conduire à 21 ans. Des trajets régionaux d'abord. À 25, j'étais sur les longues distances, moi, la cabine,
et le compteur qui cliquait comme un métronome. L'argent n'était pas hollywoodien, mais suffisant. Il fallait juste savoir compter le carburant, les repas, les réparations, les pneus. Des trucs d'adultes, des trucs ennuyeux, mes préférés. Ethan, lui, détestait l'ennui. Il passait d'un projet à l'autre. Un food truck de smoothie, une marque de t-shirt, un investissement crypto qui a avalé son loyer. Maman appelait ça des aventures. Papa disait des passages à vide. Moi, j'appelais ça mes problèmes. Chaque fois que j'entendais « ton crédit est meilleur », je savais que j'allais payer pour deux. L'année avant l'histoire du gâteau, Ethan lançait la version 2.0 de son food truck de smoothie. Il lui manquait un permis, ou plutôt, il avait oublié de payer une taxe. Les pénalités étaient tombées. Il m'a appelé un mardi matin, à 10h08, alors que j'étais garé sur une aire de chargement à Béziers, le moteur du réfrigérant ronronnant, l'horloge de bord clignotant vers la limite de mes heures de conduite. « Frangin, j'ai besoin de 1200 € avant demain matin ou je perds mon emplacement. Je te rembourse vendredi, promis. Vendredi, je serai sur la route vers la Pologne, ai-je dit. Mets-le sur la carte. Je gère après. » Sauf que la carte était conjointe. Et moi, je savais déjà ce que voulait dire « je gère après ». J'ai transféré l'argent, comme d'habitude. Vendredi est passé. Puis le suivant. Les pénalités sont arrivées quand même, parce qu'il était déjà en retard avant même de m'appeler. C'est pendant ce chaos que Max est né. À la maternité, j'ai tenu ce petit paquet chaud dans mes bras, pendant qu'Ethan filmait une story pour Instagram. « Bienvenue au monde, petit roi ». Il a tourné la caméra vers moi. « Voici celui qui t'apprendra à changer un pneu ». J'ai souri pour la vidéo, mais dans ma tête, la phrase sonnait autrement. « Voici celui qui paiera les pneus que tu crèveras ». Plus Max grandissait, plus les factures d'Ethan gonflaient. Il adorait les accessoires, poussettes haut de gamme, fauteuil gamer, nouveau smartphone. Pour le boulot. Parfois, il lâchait sans s'en rendre compte. Mets-le sur notre carte. Comme si mon nom n'était qu'un bouton à presser. Quand je protestais, il faisait la tête. Puis maman appelait. « Alex, ton frère fait de son mieux. Tu le connais ?» Oui, je le connaissais trop bien. C'est un homme qui croit que faire de son mieux vaut monnaie. Et il attend toujours la monnaie du retour. Il y a eu des humiliations minuscules mais lourdes. Un dîner où Ethan plaisantait, Alex et ses petits tableaux Excel, toujours à compter ses sous. Maman riait. Ou le jour où il m'a emprunté mon GPS parce que les smartphones, c'est pour les ploucs, et me l'a rendu poisseux de soda. Ou encore la fois où il a utilisé ma carte carburant, prétendant avoir oublié son portefeuille. Résultat, une alerte de fraude à 3h du matin alors que j'étais sur l'A7. Et un appel humiliant avec le service logistique pour justifier un plein dans une ville où je n'étais pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout noter. 4 avril, 250 € pour amende de permis. 19 mai, 480 € pour stock t-shirt. 2 juin, 90 € pour les médicaments de Max. Celui-là, je l'ai envoyé sans poser de questions. 30 juin, 310 € pour soi-disant retard temporaire. Jamais revu. Les chiffres n'ont pas d'âme, mais les miens commençaient à peser comme des pierres. Sur la route, on apprend à sentir les signes, une vibration avant qu'un pneu éclate, une odeur avant qu'une courroie casse. Les familles ont les leurs aussi, des signes minuscules avant la panne complète. Le gâteau, ce n'était pas la panne, c'était la sirène d'alerte. Et ce soir-là, tout le monde a fait semblant de ne rien entendre. Le message de ma mère est arrivé un samedi soir, à 21h47. Nous avons décidé de couper tout contact. Ne reviens plus. Pas de contexte, pas d'intro. Un verdict. Je reconnaissais la plume d'Ethan. La dramaturgie. Ma mère, elle, ne fait que copier son ton. 1 minute plus tard, un petit cœur rouge à côté du mot pour toujours. Touchant. J'ai tapé une réponse. Effacé. Retapé. Effacé encore. Dans le salon du dépôt, sous la lumière blafarde d'un distributeur de café, j'ai trouvé les seuls mots calmes que je pouvais écrire sans trembler. Je retire mon nom de tous les prêts de main. Je n'ai pas attendu la réponse. J'ai posé le téléphone face contre la table. J'ai bu mon café soluble. Le téléphone vibrait comme un insecte. J'ai laissé faire. Quand je l'ai retourné, un peu avant 1h du matin, l'écran explosait de notifications. 46 appels manqués, les mêmes numéros encore et encore. Des messages. Réponds. Maman, tu n'as pas le droit. Papa, si tu fais ça, t'es mort pour moi. Ethan. On va régler ça demain.
Et même un message vocal que je n'ai pas écouté. J'ai fermé le rideau de la cabine, posé ma tête sur l'oreiller. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi comme si quelqu'un avait retiré une palette de mon torse. Le lendemain matin, je suis entré dans ma banque à Clermont-Ferrand à 8h59, dossier sous le bras. J'avais tout préparé pendant mes pauses au relais routier. Copie, numéro de contrat, règlements imprimés. J'ai demandé à parler à un conseiller. Une femme d'une cinquantaine d'années, Carla, m'a fait asseoir. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Je veux retirer mon nom de tous les prêts, ou que la loi le permette. » Elle m'a observé, puis a hoché la tête. « D'accord, on va les passer un par un. Le prêt automobile ? » Je pouvais demander le retrait, mais Ethan devait prouver sa solvabilité ou trouver un autre garant. La ligne de crédit ? Je pouvais révoquer ma garantie, mais cela bloquerait toute nouvelle opération. La carte de magasin ? Je pouvais la fermer et établir un plan de remboursement. J'ai paraphé, signé, paraphé, 3 fois. Chaque tampon sonnait comme une serrure qui se ferme. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Je l'ai ignoré. Carla a glissé vers moi les copies. « Vous faites ce qu'il faut, monsieur ?» a-t-elle dit d'une voix douce et fatiguée, la voix de quelqu'un qui a vu trop d'injustices familiales. Je suis sorti de la banque, les papiers sous le bras, et je savais déjà où se jouerait la scène suivante. La maison familiale, pavillon beige au bout d'une impasse de banlieue, la voiture de maman, la camionnette de papa et la petite Clio d'Ethan, avec un PV coincé sous l'essuie-glace. Maman m'a ouvert avant même que je frappe. À l'intérieur, le téléviseur était éteint. Miracle. Papa, figé sur le canapé. Ethan, debout, son téléphone à la main comme une arme. « Explique-toi, » a dit maman. J'ai juste suivi la procédure. Ai-je répondu. Je me retire des situations où je n'aurais jamais dû être. Ethan a ricané. « Tu dramatises pour un gâteau ? Ce n'est pas une question de gâteau. Et je ne dramatise pas. J'en ai juste fini. Papa a essayé d'intervenir. Fils, sois raisonnable. Si tu te retires, ton frère aura son crédit et moi le mien. Maman a pris ce ton tranchant qu'elle réserve aux trahisons. On t'a mieux élevé que ça. Vous m'avez appris à travailler, ai-je dit, et je travaille. Vous m'avez appris à réparer, je répare. Sauf que vous avez fait de ça mon emploi à plein temps. Ethan s'est approché, doigt pointé. T'aimais ça, jouer les héros ? Non, ai-je répondu. J'aimais juste le silence. Aider était le seul moyen d'en obtenir un peu. Il a tenté son argument préféré. Max va en souffrir. Ton fils apprendra de ce que tu fais, pas de ce que je paye. Silence. L'horloge, le frigo, la rue dehors. Puis maman, si tu franchis cette porte, ne compte plus revenir. J'ai inspiré profondément. Ma voix est restée calme, posée, la même que quand je recule une semis dans la pluie. Hier soir, tu m'as dit de ne plus revenir. J'ai écouté. La première semaine après la coupure, tout n'était que paperasse et silence. J'ai changé mes mots de passe. J'ai demandé un relevé complet de crédit et j'ai entouré les cicatrices au marqueur rouge, comme un garagiste qui repère les bosses sur la carrosserie. Pendant mes pauses de 30 minutes sur les parkings d'autoroute, j'ai passé des appels. Aux banques, aux assurances, aux cartes. J'ai faxé des formulaires depuis des stations-service qui ont encore des fax poussiéreux à côté des machines à café. J'ai découvert quelle musique d'attente est la pire, celle du service client des cartes de magasin, sans hésiter. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à rouler. Parce que le fret, lui, ne s'arrête jamais pour les émotions. Les kilomètres avalaient la colère comme la route avale la pluie. Les messages de maman arrivaient comme des vagues. Jour 1, tu fais une erreur. Jour 2, on peut arranger ça si tu t'excuses. Jour 3, Max a pleuré pour toi. Jour 4, photo. Max a dessiné un camion, il dit que c'est le tien. Jour 5, appelle-moi s'il te plaît. Jour 6, ton père ne dort plus. Jour 7, silence total. Ethan alternait entre la menace et la comédie. Bro, la banque dit que tu peux pas faire ça. Sois sérieux. T'appelles ? On en rigole ? Max veut savoir pourquoi tu le détestes. Tu nous dois bien ça. Ha ha ha, tu vas craquer. Il a même envoyé un message vocal à 2h11 du matin. J'étais sur l'A71, les essuie-glaces battant comme un métronome. Je n'ai pas écouté. Je connaissais déjà le ton. Un mélange de suffisance blessée et de culpabilité déguisée. Une nuit, j'ai vu un appel inconnu s'afficher. C'était papa. J'ai laissé aller sur le répondeur, le pistolet de carburant encore dans la main, sous la pluie battante.
Sa voix était fatiguée. « Alex, je comprends plus rien. Ta mère va bien, mais fais juste attention à pas aller trop loin. » Puis un silence. Puis un clic. Comme s'il s'était brûlé en raccrochant. Le lendemain, quelque chose en moi avait changé. La cabine de mon camion paraissait plus grande, l'air plus respirable. J'ai sorti un petit paquet de lingettes, j'ai nettoyé le tableau de bord. J'ai refait mon lit dans la couchette, serré les draps comme un militaire. J'ai commencé à manger mieux, juste parce que le nœud dans mon ventre avait disparu. Des œufs et du pain grillé au lever du jour. Une salade sur une aire de repos en Bourgogne qui, pour la première fois, n'avait pas le goût de punition. J'ai dormi plus de 5 heures d'affilée. Mon carnet de bord ressemblait enfin à une vie normale. Un week-end de pause à Chambéry, je me suis assis au comptoir d'un routier. Une serveuse à la voix douce m'a appelé mon grand et m'a servi un plat du jour. Steak haché puré. Un vieux bonhomme à casquette usée m'a demandé ce que je conduisais. On a parlé rapport de boîte, route de montagne, essieux. C'était humain, sans détour, sans angle caché. Pas comme les discussions en famille où chaque mot était un crochet. En milieu de semaine, Carla, la conseillère de la banque, m'a rappelé. Dossier mis à jour. Le compte commun est fermé, la ligne de crédit est suspendue, la garantie est révoquée. Pour le prêt automobile, votre frère a 30 jours pour régulariser. Merci, ai-je dit. Un vrai merci, pas celui qu'on dit quand on nous passe un problème déguisé en faveur. Ce soir-là, un nouveau message de maman. On ne laisse pas les loups seuls dans la neige. La famille, c'est la meute. J'ai tapé, effacé, retapé, jusqu'à trouver la phrase la plus simple et la plus honnête que je pouvais envoyer. L'amour ne demande pas de dette. Je ne porterai plus les vôtres. Puis envoyer. Après ça, le silence a pris une autre forme. Pas celui qui oppresse, celui qui respire. Je l'ai rempli de petites choses. J'ai appelé mon chef pour demander une tournée de week-end en moins. Je suis allé chez Castorama acheter une vraie serrure pour ma porte d'appartement, parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais envie d'y rester. Je me suis inscrit à une salle de sport, surtout pour les douches propres et la routine. Ethan a fini par se pointer. Un mercredi après-midi. Il a sonné jusqu'à ce qu'un voisin lui ouvre l'immeuble. Il a cogné à ma porte comme si tout lui appartenait. J'ai ouvert, mais j'ai laissé la chaîne. « Ouvre, on peut discuter », a-t-il dit. « On discute très bien comme ça. » Il a ricané. « Tu crois qu'une chaîne arrête la famille ? Elle t'arrête, toi. » Il a levé les yeux au ciel. « La voiture, c'est dans 2 semaines. Ils vont me la reprendre. Tu vas me ruiner par fierté ? Achète-en une plus modeste. Prends le bus. Trouve un boulot près de chez toi. J'ai un fils, a-t-il lancé comme un joker. Papa aussi en avait un, et il n'a jamais mis son père sur ses crédits. Son visage a tremblé. Il a essayé la pitié. Juste une dernière fois, frangin. Cautionne et je gère. Non. Dis-le gentiment au moins. Je ne le ferai pas. Et je ne t'expliquerai plus pourquoi. Il s'est approché jusqu'à ce que la chaîne tire. Tu vas regretter ? Je n'ai pas bougé. Mieux vaut vivre avec un regret qu'avec une laisse. Il a ri, sans joie, m'a insulté à voix basse, puis est parti. Ses pas dans l'escalier sonnaient comme ceux d'un gamin pris en faute. 2 jours plus tard, papa m'a envoyé un SMS. « Fier de toi. Ne dis rien à ta mère. » Je l'ai relu plusieurs fois. J'ai répondu « Merci ». Il a envoyé un pouce levé, petit signe mais sincère. Dans une maison où la vérité a toujours été corrigée pour ménager les émotions, c'était déjà beaucoup. Les semaines suivantes ont été un mélange étrange de liberté et d'écho. Les premiers rappels de paiement ont commencé à tomber. Mais cette fois, pas sur mon nom. Les notifications d'Ethan pleuvaient. Capture d'écran de courriel, lettre de relance, message avec un seul mot. Règle ça. Je ne répondais pas. Un soir, il a joué sa dernière carte. Une photo de Max tenant une feuille A4 où il avait écrit en lettres maladroites. « Tu me manques, tonton. » Je l'ai regardé longtemps. Mes yeux brûlaient. J'ai reposé le téléphone, pris une grande inspiration et j'ai dit à voix haute, dans la cabine, « Moi aussi tu me manques, petit. » Puis, plus bas, calmement, « Mais ton père peut réparer ses propres erreurs, pas moi. » Sur ma prochaine pause de 34 heures, je suis allé jusqu'à un lac près d'Annecy. Je me suis assis sur un banc, sans casque, sans notification, juste le clapotis de l'eau et le bruissement des feuilles. Un samedi sans urgence. J'ai sorti mon carnet de poche, celui où j'écris d'habitude les kilométrages et les pleins, et j'ai ajouté une page.
Pneus a changé le trimestre prochain. Rendez-vous chez le dentiste. Une journée 100 kilomètres. Des choses normales, des choses calmes. Le groupe familial s'était enfin tu. Seul un cousin avait osé demander « Que s'est-il passé ?» Maman avait répondu « Il nous a abandonnés. » Et, bien sûr, Ethan avait mis un petit cœur rouge à côté. J'ai regardé le mot abandonné comme on regarde une ancienne blessure. Ça faisait autrefois peur. Maintenant, ça me semblait vide, comme une boîte sans fond. Je ne vis plus dans les boîtes qu'Ethan étiquette. Je vis dans une cabine où mon nom est sur la porte, et dans un appartement dont la serrure clique comme une phrase entière. Un mois plus tard, le délai de régularisation du prêt automobile a expiré. Un dernier message d'Ethan. Il refuse. « Aide-moi une dernière fois, je t'en supplie. » J'ai tapé, effacé, puis écrit « Je crois sincèrement que tu peux t'en sortir. » Pas une pique, pas du sarcasme, juste une passation de responsabilité. Il a répondu par un emoji tête de mort, puis plus rien. Maman, elle, a recommencé à envoyer des articles moralisateurs, les fils qui pardonnent, le retour du fils prodigue, avec des légendes comme « Un vrai homme ne tient pas les comptes ». Je n'ai pas cliqué. Papa, lui, envoyait des petits messages sobres. « Ça va ?» Je répondais « Oui ». Et il écrivait « Parfait ». Pas une déclaration d'amour, mais une paix silencieuse. Et dans notre famille, c'était presque une révolution. Je n'ai pas revu Max. C'est la seule plaie qui reste ouverte. Un jour, dans une station Intermarché, j'ai vu des chaussettes à dinosaures. J'en ai acheté une paire sans réfléchir. Je les ai rangées dans un tiroir. Je ne les posterai pas. Je sais qu'Ethan détournerait le geste. Je les garde pour plus tard. Pour le jour où Max sera assez grand pour entendre la version simple. Pas celle d'Instagram. Peut-être qu'on sera assis à la terrasse d'un dîner routier à Dijon, lui avec un milkshake, moi avec un café noir, et je lui dirai « Ton père et moi, on a grandi dans une maison où aider voulait dire payer pour les autres. » J'ai arrêté ça. Pas parce que je t'aimais moins, mais parce que je voulais t'apprendre autre chose. J'ai longtemps cru que la fermeture d'une histoire, c'était une grande scène, une porte qui claque, des mots qui blessent. Mais pour moi, la fermeture ressemblait à autre chose. À des formulaires tamponnés, à des signatures propres, à une semaine entière passée à dire non, calmement. Elle ressemblait à un téléphone qui ne vibre plus à 1 heure du matin, à une promenade au bord d'un lac sans peur de rater un appel. Je conduis toujours. Je recule toujours dans des quais étroits sous la pluie. Je klaxonne pour les enfants qui font le geste de tirer la corde depuis les sièges arrière. Je le fais long et joyeux. Je tiens toujours mon carnet de kilomètres et de carburant. Mais à la dernière page, j'ai ajouté un autre type de bilan. Mon argent est à moi. Mon nom est à moi. Mon temps est à moi. Non est une phrase complète. Je relis ces lignes parfois, dans les parkings de nuit. Pas parce que j'oublie, mais parce que l'ancien script murmure encore « sois utile ou ne sois rien ». Ce script-là m'a donné des nœuds dans les épaules et un compte bancaire toujours en tension. Le nouveau est plus court. Sois honnête. Paie tes factures. Laisse les autres payer les leurs. Si un jour ma mère dit « Tu nous manques », je l'écouterai. Mais si elle dit « On est prêt à ne plus t'utiliser », alors je viendrai. Avec du café, sans rancune. Parce que les frontières, ce ne sont pas des murs. Ce sont des portes avec des règles. On peut les franchir si on frappe et qu'on essuie ses pieds. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Personne n'est allé en prison. Personne n'a fait le buzz. C'est juste l'histoire d'un chauffeur routier qui a fini par déposer la cargaison qui n'était pas la sienne. L'histoire d'un homme qui préfère les sols propres aux blagues gluantes. L'histoire d'un oncle qui a décidé que l'écho s'arrête avec lui. Je m'appelle Alex, j'ai 33 ans. Je conduis un camion avec mon nom sur le manifeste et mes mains sur le volant. Mon téléphone est plus silencieux. Mon sommeil, plus long. Ma botte, propre. Et quand quelqu'un renverse mon gâteau par terre, je ne le ramasse plus. Je vais m'en acheter un autre. Je le mange seul, dans ma cabine, avec un café noir, pendant que le soleil se lève sur une autoroute tranquille.